Cette capsule d'information, associée à l'émission Vos finances à l'antenne de TVRL, vous est présentée par le groupe Savoie, les Résidences Soleil. Cette semaine, j'ai le goût de vous parler de comment ça se passe quand vous allez dans une résidence pour faire une location. Vous savez, ce qui est très important, c'est de se renseigner auparavant, en appelant, en s'informant s'il y a des conseillers en hébergement. Parce que vous savez, dans les résidences, qu'il y a des conseillers en hébergement, c'est pas des gens qui vendent quand même des appartements à pression. C'est des gens qui sont là pour vous conseiller, de vous parler quand même du crédit d'impôt, de la location au logement et de regarder avec vous vos capacités. Ça fait qu'à partir de ce moment-là, avec un conseiller en hébergement, vous allez avoir toujours l'heure juste. Puis pour nous, c'est très important que les gens soient bien renseignés. Bonjour et bienvenue à cette autre édition du magazine télévisé Vos finances. Alors, si vous êtes avec nous depuis un petit bout de temps, vous savez comment ça se déroule. Ça fait plusieurs années qu'on fait cette émission-là ici, chez TVRL. Alors donc, c'est TVRL, pour les gens qui ne le sauraient pas encore, c'est Télévision régionale de Laval. À côté des grands réseaux nationaux comme Radio-Canada ou TVA, il y a des réseaux locaux. Et celui de Laval, qui est un des plus gros, sinon le plus gros parmi les réseaux locaux, s'appelle TVRL, pour Télévision régionale de Laval. Alors, il y a des inconvénients, mais il y a des avantages dans les petits réseaux comme ça. Par exemple, nos émissions, on peut les mettre facilement sur notre site Internet et vous pouvez les consulter n'importe quand. Donc, vous faites tout simplement à ce moment-là tvrl.ca et vous tombez sur notre réseau. Et là, vous allez voir à la programmation, vous prenez l'émission Vos finances, vous tapez là-dessus et puis on va vous donner les dates des émissions. Elles sont toutes archivées 2 semaines ou 3 semaines après qu'elles sont passées en ondes sur le réseau TVRL de Laval, sur la télévision. Les gens de Laval peuvent le regarder en direct, eux autres, le samedi soir, le dimanche après-midi et le lundi soir. Je vous donnerai plus de précisions là-dessus tout à l'heure. Mais en attendant, je vous avise tout de suite que durant l'émission, vous allez voir une bande passante au bas de l'écran où on va vous donner toutes ces informations que je vous donne et que vous n'avez peut-être pas le temps de prendre au fur et à mesure que je vous les donne. Alors donc, il n'y a pas de problème pour ça. Donc, à chaque semaine, j'ai 2 invités, des spécialistes en finances personnelles et familiales. Mes 2 invités d'aujourd'hui sont Mme Jacinthe Deschênes, qui est conseillère en placement auprès de Industriel Alliance Valeurs Mobilières. C'est la filiale de placement, donc, du groupe Industriel Alliance, qui est un vieux groupe dont les racines remontent à plus de 100 ans. Bonjour, Mme Deschênes. Bonjour. Et à côté d'elle, M. Robert Dagenet, qui est également chez Industriel Alliance Valeurs Mobilières, sauf qu'on avait un autre invité, mais l'autre invité a dû se désister à la dernière minute. Alors, M. Dagenet a accepté de le remplacer à pied levé. Merci beaucoup, M. Dagenet, de votre présence et bienvenue également. Bonjour, André. Alors, donc, aujourd'hui, le thème, les années précédentes, on n'avait pas de thème, on répondait essentiellement aux questions de l'auditoire, mais on nous disait que ça commençait à ressembler un petit peu à un show de chaise. Alors là, cette année, on a décidé de développer des thèmes pour se rapprocher un petit peu plus de l'actualité économique et financière. Et le thème qu'on va développer aujourd'hui, c'est celui des investisseurs, des gens comme vous et comme beaucoup d'autres, qui forcent la main à leurs conseillers pour se faire donner des conseils que le conseiller ne voudrait pas normalement leur donner compte tenu de leur connaissance des marchés financiers et compte tenu de leur portefeuille et de leur plan de match. Sauf qu'il y a beaucoup de personnes comme ça qui forcent la main à leurs conseillers. Puis après ça, quand ça va bien, il n'y a pas de problème, mais quand ça commence à aller mal, bien là, on se plaint évidemment auprès des autorités de surveillance. Il y a plein de gens qui surveillent les conseillers financiers, mais il n'y a personne qui surveille les investisseurs. Et on va vous raconter tout à l'heure, au cours de cette émission, des histoires de personnes qui ont pris de très mauvaises décisions. Et puis après ça, ils disent que c'est la faute du conseiller, alors que le conseiller n'a strictement rien à voir là-dedans, par exemple. Alors donc, on va parler de ça, mais pour respecter quand même un peu la tradition, durant le premier bloc, des 4 blocs de 12-13 minutes, durant le premier bloc, on va regarder
qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui retient l'attention de la plupart des conseillers dans le domaine économique et financier à l'échelle mondiale, parce qu'on sait que l'économie, c'est planétaire de plus en plus, madame. Alors, Mme Deschênes, qu'est-ce que vous avez retenu au cours des dernières semaines dans l'actualité économique et financière? Est-ce qu'il y a un ou deux points en particulier qui ont retenu votre attention ou dont vos clients à qui vous parlez régulièrement vous posent des questions là-dessus? Bien, en fait, ce qui retient l'attention, c'est qu'aujourd'hui, on a un très bon marché parce qu'il y a eu les banques européennes se sont entendues sur un plan de sauvetage ou de s'entendre pour maintenir l'euro, maintenir les pays qui sont en difficulté. Okay. C'est quand même ce qui amenait le marché à la baisse dans les dernières semaines. C'était la nervosité et l'incertitude. C'est l'incertitude par rapport au règlement de ce qui pourrait se passer en Europe. On avait vécu à peu près sensiblement la même chose aux États-Unis. Fait qu'en fait, tout ce qui se passait en Europe, on ne parlait plus de ce qui se passait vraiment en Amérique du Nord. Puis il y avait quand même des bonnes nouvelles qui passaient un petit peu, comme l'amélioration du taux de chômage aux États-Unis, par exemple, oui. Les ventes de Noël, en fait, qui ont été très bonnes. Qui ont commencé la fin de semaine passée avec le Black Monday. C'est ça. Fait qu'il y avait beaucoup de nouvelles. Le Black Friday, pardon. Oui, il y avait beaucoup de bonnes nouvelles qui passaient inaperçues parce qu'on était centré, en fait, sur ce qui se passait en Europe. Et c'est important, ce qui se passait en Europe, parce que c'est toutes des bases communicants. En fait, aujourd'hui, avant ça, ça se traitait en Amérique du Nord, ça se traitait en Europe, mais aujourd'hui, tout ce qui passe, même en Chine, ça a un impact. Avec l'Internet, un clic de souris, ça déplace des milliards de dollars. Donc, les nouvelles se propagent très rapidement et les conséquences également. Oui, et peut-être pour le sujet de tantôt, ce qui se passe, finalement, c'est que les conseillers, on a des paramètres, dans des circonstances comme on a actuellement, on perd les paramètres, ça veut dire n'importe qui, les économistes, tout ce qu'on va regarder, finalement, les paramètres changent. Alors, c'est-à-dire qu'avant ça, on pouvait, en fait, un petit peu référer à des choses semblables qui s'étaient passées il y a quelques mois ou quelques années. Maintenant, on n'a plus de choses comme ça, là. Non, à chaque fois, c'est des nouvelles choses. Et là, on a toutes sortes de rumeurs. Est-ce que l'euro va tenir? Est-ce qu'on va laisser aller le dollar américain au niveau de la devise mondiale? C'est toutes sortes de choses qu'on ne parlait pas il y a quelques années et qui ont des impacts économiques et des impacts sur le marché boursier. Et les économistes ne savent plus trop eux-mêmes sur quel pied danser parce qu'une journée, les nouvelles sont bonnes, le lendemain, les nouvelles sont moins bonnes. C'est ça. Fait qu'en fait, c'est pour ça ce que ça fait, c'est que ça rappelle qu'il ne faut pas regarder le journalier, mais regarder son horizon de placement. Plus du long terme. Un peu plus à long terme et de toujours rester attaché à sa stratégie. Et vos clients qui vous appellent, est-ce qu'ils sont plus nerveux qu'auparavant ou s'ils commencent à se calmer un peu le pompon en voyant que d'un mois à l'autre, là, c'est les mêmes problèmes qui causent les mêmes énervements, mais que ça se calme toujours quelques semaines plus tard? Bien, en fait, autant, je pense, les clients que les conseillers, avec tout ce qui s'est passé depuis 2000. C'est comme d'une histoire à l'autre. De 2000 à 2003, on a eu quand même trois ou quatre périodes, là, depuis 1998, en réalité. C'est ça. 2008, encore là, on ne savait pas si le système financier international tiendrait. Là, ça se passe du côté européen. À chaque fois, c'est des nouvelles choses. Mais au niveau des conseillers, comme les clients, on a appris de ça. Et les clients sont peut-être un peu plus conservateurs dans leur allocation d'actifs. Ça donne moins de volatilité au portefeuille et ça les fait moins appeler, les rendre moins nerveux. Ça les rend moins nerveux, bien entendu. Voilà. M. Dagenet, est-ce qu'il y a un ou deux éléments qui ont retenu votre attention au cours des dernières semaines ou des derniers mois? Les dernières semaines, il y a eu la volatilité sur les marchés européens. Tout à fait. Qui a entraîné la volatilité sur les marchés nord-américains. Bien sûr. Les taux d'intérêt en Italie, qui ont augmenté énormément. Les changements de gouvernement aussi. Le changement de gouvernement, on ne savait plus sur quel pied danser au niveau des taux d'intérêt européens, tout ça. Présentement, je pense qu'aujourd'hui, c'est passé quelque chose au niveau des banques centrales mondiales pour raffermir le marché. Est-ce que ça va tenir? On ne le sait pas encore. Il faut dire qu'il y a 2-3 jours, M. Obama, qui s'en va en élection à l'automne, lui avait dit « Nous autres, aux États-Unis, on est prêts à supporter l'euro. » Alors, si les États-Unis sont prêts, bien évidemment, ça peut inciter les autres gros géants, comme le Brésil, par exemple, ou comme la Chine ou l'Inde, à dire, nous autres, si on va donner un coup de pouce. Parce qu'ils ont des voûtes pleines de dollars américains. Alors, il y a un gros mot à dire là-dedans, bien sûr. Alors, il y a eu les banques européennes, mais exactement, la Banque du Canada, du côté américain, tout ça a soutenu ce qui se passait du côté européen. Oui. Et en fait, dans un pays comme l'Allemagne, qui a quand même une très bonne cote de crédit. Principale économie européenne.
très bonne cote de crédit, puis qu'elle a eu, en fait, on avait de la difficulté à placer ses obligations. Ça commence à être assez... Ça commence à être un signal d'alarme assez inquiétant. Oui. Et c'est ce qui se passe en Europe. C'est à peu près un peu le scénario qui s'est passé aux États-Unis, dans le sens que les banques se faisaient plus confiance entre elles. Ouais. Et ça bloque le système. Et c'est ce qu'ils voulaient faire, c'est remettre de Quand l'argent. le crédit ne circule plus, évidemment, l'économie ne circule plus parce que le crédit, c'est comme l'oxygène de l'économie. Absolument, absolument. Fait que c'est pour ça que là, ils sont obligés de se supporter, entre autres, parce qu'ils ont un impact d'un à l'autre. Ils sont obligés de... En fait, la question est assez simple. Est-ce qu'il y a plus d'avantages à laisser tomber l'euro ou s'il y a plus d'inconvénients? Et tout le monde regarde ça, puis tout le monde n'a pas nécessairement la même opinion au même moment. Mais là, ce qui s'est produit, si j'ai bien compris, depuis cette déclaration de M. Obama, la plupart des pays européens ont dit on ne laissera pas tomber l'euro. On va peut-être resserrer les critères d'admission puis les critères de maintien des différents pays dans la zone euro. D'une année à l'autre, on va demander à regarder des prévisions budgétaires d'avance. Et c'est ça. Parce qu'on ne veut pas être obligé de voler à leur secours à chaque année. Là. Ça n'a pas de bon sens, c'est ça. Ben, en fait, il y a une restructuration qui doit être faite. Et c'est ça qu'ils sont en train de faire. On va restructurer la dette, on va l'étaler sur des périodes plus longues, puis on va trouver peut-être d'autres instruments. Puis peut-être que la Banque centrale européenne, BCE, va se décider à intervenir elle aussi, comme la Réserve fédérale américaine le fait à l'occasion, pour soutenir le dollar américain. Si c'est bon pour les Américains, pourquoi ça serait pas bon pour les Européens? C'est ça. Et cette restructuration-là, ça permet de mettre des bases de réglementation qu'on avait enlevées, qui ont entraîné ce qu'on voit aujourd'hui. Alors là, on remet des bases de réglementation. On l'a fait au niveau des États-Unis, on va le faire du côté européen aussi. Et j'imagine, M. Dagenet, que vos clients se comportent un peu comme ceux de Mme Deschênes, c'est-à-dire quand ça brasse beaucoup à la bourse, comprenons bien, quand ça plante, évidemment, les gens s'énervent, mais quand ça reprend le lendemain ou le surlendemain parce que ça avait trop tombé la veille ou l'avant-veille, mais là, les gens retrouvent le sourire et retrouvent l'optimisme et se calment un peu et se disent, bon, ben à la fin de semaine ou à la fin du mois, peut-être qu'on aura rattrapé le terrain perdu depuis le 1er novembre. Le terrain a été perdu. Il y a énormément de terrain qui a été perdu au cours des derniers mois. Sauf que dans notre gestion au niveau de l'Industrielle Alliance, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on voit plus à long terme qu'à court terme. Une question d'équilibre aussi. Présentement, les banques européennes ont un petit peu énormément de difficultés. Les banques américaines ont été décotées ce matin, je crois, ou hier. Et les banques American Airlines, hier, s'est placé sous la protection de la loi contre les créanciers. C'est ça. Et tandis que les banques canadiennes sont un petit peu plus solides. Sauf que présentement, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que le contexte mondial fait que les banques canadiennes ont énormément diminué au cours de la dernière année. Donc, les optimistes vont dire que c'est une bonne occasion d'en acheter. Exactement. C'est présentement avec des taux de rendement d'intérêt de dividendes de au-dessus de 5 %, la majorité, entre 4 et 5 %. C'est présentement plus que n'importe quel certificat de placement garanti. Et on rappelle aux gens qu'un dividende, c'est moins imposé lourdement qu'un revenu d'intérêt, premièrement. Deuxièmement, les banques canadiennes sont effectivement considérées parmi les plus solides à travers le monde. Même les mieux capitalisées présentement. Les mieux capitalisées, notamment la petite Banque nationale, qui est la plus petite des 6. Mais c'est elle, il y a quelques mois, qui a été considérée par une étude mondiale comme la banque la plus solide. Présentement, en Amérique du Nord, c'est la banque la plus solide. Il est numéro 1 en Amérique du Nord. Voilà. Et ça finit par se refléter, évidemment, sur le prix de l'action, bien entendu. Exact. Alors, écoutez, on me fait signe que le premier bloc est déjà terminé ou presque. Alors, à moins que vous ayez d'autres nouvelles récentes. Sur l'économie et tout ça. En fait, c'est ça. On attend les résultats de Bombardier demain et on s'attend quand même à de bons résultats. C'est une entreprise que beaucoup de clients s'y intéressent. Et là, actuellement, c'est quand même un bon prix d'achat de considérer ce titre-là. Et en fait, on pensait qu'on a eu une réaction par rapport à la American Airlines. C'est un de leurs clients aussi. Évidemment. Alors là, c'est cette restructuration-là, c'est leur donner du temps. Fait que je pense que c'était plus... American Airlines avait plus placé avec Boeing puis Airbus. Fait que ça avait moins d'impact sur Bombardier. Parce que c'est des gros porteurs, évidemment. C'est de l'international surtout, eux autres. C'est ça. Fait que là, au niveau des titres, juste pour confirmer ce que vous disiez, c'est que ça crée des belles opportunités, une correction de marché. Ça donne des occasions d'affaires. C'est comme les spéciaux de la semaine. Quand un titre ou un secteur recule, il y a des gens qui disent c'est en plein le temps de l'acheter. C'est pas quand ça monte qu'il faut acheter, c'est quand ça baisse.
Aussi de toujours rappeler, c'est un petit peu comme on a parlé à quelques reprises à l'émission, c'est un petit peu comme M. Remington qui avait acheté, il aimait tellement le rasoir qu'il a acheté la compagnie. Il a acheté la compagnie puis il a fait une fortune avec ça. C'est un peu ça. On n'achète pas le marché boursier, on achète la compagnie. Alors, la Banque Royale, elle a peut-être baissé, mais elle continue de faire des profits. Alors, c'est ce genre de compagnie-là. Et comme Robert disait, ils ont des très bons taux de dividendes. Ça vient un petit peu compenser pour ce qu'on a au niveau des placements garantis. Quand on dit un dividende de 4,5 ou 5 % je vous rappelle que l'inflation, c'est autour de 2 au Canada. Donc, si vous avez un dividende qui est assuré de rentrer à chaque année en cas de versement trimestriel, il faut vous dire donc que l'inflation est en 2. Avec un dividende, vous battez facilement l'inflation puisque vous avez un revenu 2 ou 3 fois plus élevé que l'inflation. C'est meilleur ça que l'indexation des pensions de vieillesse, par exemple, ou du régime de pension du Canada, ou du régime de rente du Québec, qui sont indexés, donc qui ne perdent pas de pouvoir d'achat. Alors, quand vous battez l'inflation 2 fois, vous êtes habituellement en Cadillac, si vous me passez de la vieille expression. Et là, M. Hintz, peut-être au prochain bloc, on pourra parler de ça, parce que finalement, c'est au niveau des fonds de pension. Ça l'a demandé beaucoup aux municipalités. Tout à fait. Vous allez venir peut-être à ce sujet-là. Au prochain bloc, on pourra peut-être regarder ça. Tout à fait. Alors, quand les bourses montent, évidemment, les régimes de retraite montent aussi et les déficits s'atténuent. Donc, c'est bon pour tout le monde. C'est bon pour tout le monde. Alors, tout le monde a intérêt à ce que les marchés boursiers remontent et le plus rapidement possible. Absolument. Est-ce que vous croyez que c'est le dernier rallye qu'on a cette année avant les fêtes? Parce que souvent, avant les fêtes, il y a un rallye comme ça. On regarde où est-ce qu'on est rendu après 11 mois et puis là, on décide. Chez les gros gestionnaires de portefeuille, on achète ou on vend. Si on achète, s'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, évidemment, ça fait monter le marché. C'est ça. Comme je disais, M. Hintz, je pense qu'on va aller, on va regarder pour la pause, puis je répondrai plus en détail à cette on va revenir dans quelques instants, donc, en compagnie de nos 2 invités de la semaine que je vous représenterai tout de suite au retour de la pause. Alors, on va y aller, oui, à cette pause. Allons-y. Alors, nous voilà de retour pour le 2e bloc de cette nouvelle émission Vos finances, en compagnie de Mme Jacinthe Deschênes de Industrielle Alliance Valeurs Mobilières, la filiale Valeurs Mobilières, et non pas l'Industrielle Alliance, qui est d'abord une compagnie d'assurance. L'Industrielle, c'est l'assurance individuelle, et puis l'Alliance, c'est de l'assurance collective pour les petites et moyennes entreprises. Mais ils se sont dotés, il y a une dizaine d'années, une douzaine d'années maintenant, d'une filiale de courtage en valeurs mobilières qui s'appelle Industrielle Alliance Valeurs Mobilières et qui a même maintenant une filiale dans le Canada anglais. Alors donc, vous travaillez avec eux et M. Robert Dagenet, à côté d'elle, est également avec l'Industrielle Alliance Valeurs Mobilières. Et normalement, on n'invite jamais 2 personnes de la même entreprise. Si on le fait cette fois-ci, c'est parce qu'on avait un autre conseiller qui devait venir et qui a dû malheureusement se désiter à la dernière minute. Mais M. Dagenet a accepté de le remplacer à pied levé. Alors, on s'est retrouvé avec 2 conseillers qui viennent de la même firme. Ce n'est pas une émission qui est présentée par Industrielle Alliance Valeurs Mobilières. Quoique, si jamais ça les intéresse, on pourrait toujours en discuter. Là, ça, c'est un autre problème. C'est une autre question. Alors, Mme Deschênes, donc, avant de se quitter, vous aviez commencé à aborder une question assez cruciale dont on parle beaucoup dans les médias actuellement. Les régimes de retraite, notamment dans le secteur public et parapublic, mais dans tous les secteurs privés aussi, les régimes de retraite ont des gros déficits accumulés actuellement. Parce qu'il y a de moins en moins de cotisants, puis de plus en plus de personnes qui font des retraites, qui sont déjà à la retraite. Et ça creuse des déficits actuariels. Bien, il y a eu ça. Et il y a aussi, en fait, le marché. Le marché obligataire est les taux de rendement sont tellement bas. Et ces gens-là sont obligés d'avoir 40 ou 50 de leurs milliards de dollars dans l'encaisse. Donc, c'est placé en revenu fixe, donc dans le marché des obligations. Ils doivent avoir un portefeuille équilibré. Tout à fait. Alors, il y a certains paramètres. Par exemple, au niveau des obligations, je pense qu'ils ont des restrictions sur du 3B et plus, c'est-à-dire la cote de crédit, la qualité des obligations. Fait que si on se rappelle, on a entendu parler beaucoup que le gouvernement américain avait perdu un A. Il était 3A comme le Canada. Et il avait perdu un A. Ça a fait tout un scandale. Bon, des fois, ça fait une belle publicité pour la firme de cotation. Et ça fait des grosses manchettes dans les médias, Ça fait des grosses manchettes entendu. Dans les journaux, mais bon. Alors, ça donne quand même une qualité où ça met comme une lumière rouge un petit peu sur le côté américain qui doivent s'occuper du déficit et tout ça. Alors,
Fait qu'eux, ils ont de moins en moins de jeux au niveau des taux d'intérêt et le marché boursier a été quand même extrêmement difficile. Fait que ça crée des déficits actuariels en plus. C'est qu'il y a plus de gens à la retraite que ceux qui cotisent. Il y a ça dans le secteur public, de plus en plus. Puis il y avait eu une comparaison de ceux qui sont en politique, combien de temps ils sont en politique, quel genre de régime de retraite ils accumulent dans une courte période de temps. Par rapport aux pauvres contribuables qui sont dans le secteur privé, notamment les petites et moyennes entreprises. C'est ça. Ça avait été, comment ça avait été publicisé, en fait. Fait que ils doivent, comme tout le monde, doit revoir leur portefeuille, autant les fonds de pension ont besoin de faire ça aussi, de revoir leur stratégie dans les corrections de marché comme on voit là. Comme les années précédentes, vous pouvez toujours nous faire parvenir des questions sur vos finances personnelles et familiales. Vous pouvez dire que c'est votre beau-frère ou vous donnez le nom de votre belle-sœur, on s'en fout, c'est pas ça qu'on veut savoir. On veut avoir des exemples précis de personnes qui se posent des questions particulières sur leurs finances personnelles et familiales, notamment les perspectives de retraite. Liberté 55, on oublie ça tout le monde, évidemment, là. C'est devenu une filiale maintenant d'une filiale de Power Corporation. Alors donc, on va oublier ça, on va plutôt parler de Liberté 65 et même de Liberté 75 dans certains cas, parce qu'il y a des gens qui n'ont même pas de régime de retraite du tout, alors qu'il y en a d'autres, c'est des régimes super chromés, notamment dans le secteur public et parapublic, chez les élus ou dans des grandes entreprises comme Hydro-Québec ou la SAQ ou des entreprises comme ça dont on nous parle actuellement dans les médias, sauf que ces gens-là voyaient leurs bénéfices du régime de retraite diminuer rapidement et donc éventuellement peut-être compromettre la sécurité de leur retraite qu'ils attendent aussi pareil comme tout le monde, parce qu'on leur avait fait des promesses et maintenant il va falloir les livrer au cours des prochaines années. Donc ça, c'est un problème et c'est peut-être à cause de ça que j'ai reçu plusieurs questions cette semaine de personnes qui disaient « Où est-ce qu'on s'en va, M. Hayes, avec les taux d'intérêt? » Parce qu'il y a des gens qui ont des dépôts à temps et des certificats de placement garantis à renouveler au cours des prochaines semaines, avant les fêtes, mettons. Et là, on leur offre comme le tiers à peu près ou le quart de ce qu'ils avaient eu il y a 5 ans. Où est-ce qu'on s'en va? Est-ce que ça peut aller très bon encore? On recommence à parler comme on avait fait au début des années 80, si vous vous rappelez bien, avec des taux d'intérêt à 17-18 % de taux négatifs. Est-ce que ça peut exister, un taux d'intérêt négatif? Oui, ça peut exister, pas juste théoriquement dans les bouquins des économistes. Si, par exemple, quelqu'un s'en va à la banque avec 50 000 ou 100 000 d'un héritage ou d'une loterie qu'on vient de gagner, et on dit à la personne, combien vous me donnez pour ça? Bien là, la personne va regarder les tarifs qu'on lui propose, et si cette institution financière a beaucoup plus d'argent disponible que de demande de crédit, qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse? À un moment donné, elle va nous demander de la payer pour prendre son argent, ou lui, c'est elle qui va nous donner des rendements sur nos épargnes. Alors, c'est ça, des taux négatifs. Monsieur Dagenet me signalait durant la pause qu'en 81-82, on avait vu des choses comme ça. Oui. Au début des années 80, on avait un taux d'inflation aux alentours de 17 ou 18 % avec des taux de placement à 14-15 et des hypothèques à 22. Alors, qu'est-ce que vous faites dans un cas semblable? Bien, c'est sûr qu'après l'inflation puis après impôt, vous perdez de l'argent sur vos épargnes. Exact. Alors, c'est pour ça qu'il faut aller trouver des conseillers financiers qui vont essayer de vous proposer d'autres produits, comme les banques dont vous parliez tout à l'heure, qui vont vous donner des dividendes de 5-6 %. Bien là, avec une inflation à 2, même si vous payez sur votre dividende des impôts, il va vous en rester assez pour battre encore l'inflation et donc protéger au moins votre pouvoir d'achat, sinon de l'améliorer un petit peu. Exact. Puis en même temps, en prenant des banques, on a toujours la portion croissance de la banque qui peut nous amener... C'est-à-dire que le prix de l'action continue d'augmenter régulièrement, année après année. Et ça, c'est depuis la Deuxième Guerre mondiale. Là, ça n'a pas Ça a toujours été. Aussi au Canada, des banques qui ont fait faillite. On a plusieurs dans l'ouest du pays. Il y avait eu deux petites banques de cow-boys à un moment donné sous le gouvernement Mulroney. Cow-boys? C'est parce qu'elles avaient investi lourdement, par exemple, dans le pétrole et dans le gaz naturel dans l'ouest et des secteurs comme ça. Elles étaient très concentrées dans les secteurs les plus dynamiques là-bas. Elles avaient oublié la saine diversification dans différents secteurs. Alors, le gouvernement Mulroney avait dit on ne va pas perdre la réputation des banques canadiennes pour 2 petites banquettes comme ça. Alors, on les avait rachetées. Ça nous avait coûté 1,25 milliard cette affaire-là. Et le gouvernement avait démantelé les portefeuilles et avait cédé ça à d'autres institutions financières pour protéger le système canadien, d'où il tire sa réputation. C'est un système solide, effectivement. Les banques canadiennes sont des banques solides.
On va se garder une petite gêne, là. Elles ne font pas trembler le système bancaire mondial parce qu'elles sont trop petites. Mais disons qu'à l'échelle canadienne, elles sont effectivement très solides. Quand on parle des blue chips, des bonnes entreprises, les banques, évidemment, en font partie dans tous les pays du monde. Dans tous les pays du monde, notamment au Canada, bien entendu. Oui, Voilà. et vous savez, M. Hintz, on a parlé régulièrement à l'émission que quand on va sur le marché boursier, on commence par la base. Alors, avant d'acheter de l'or, On achète des banques. on commence par la base. On achetait, il y avait des clients qui parlaient de mines en exploration sur leurs premières expériences sur le marché boursier. C'est peut-être pas C'est un souhaitable. secteur très volatile, ça, très risqué. C'est ça. Et là, les banques canadiennes, bon, ils ont fluctué négativement, ils ont baissé dans les derniers mois, mais en fait, ils représentent des bons achats D'excellents actuellement. placements. Même pour ceux qui l'ont acheté puis qui ont baissé. Il faut juste rester investi, regarder son horizon de placement un petit peu plus loin. Il y a un revenu de dividende intéressant pour compenser. Et ça fait que, justement, comme vous dites, que les gens sont nerveux, il faut toujours se rappeler la base même du système, c'est que la compagnie doit faire des profits. Là. Et si la compagnie fait des profits, elle ne peut pas accumuler ces profits-là parce que ça appartient aux actionnaires, donc elle doit leur verser ça sous forme de Une dividendes. partie, oui. Oui. Mais la Banque nationale, comme vous parliez tantôt, bon, est plus en croissance, la Banque Royale. Alors, elle va verse un garder... dividende plus petit, tandis petit, que oui. la Banque Royale ou la Banque de Montréal, par exemple, sont moins en croissance, donc elles vont verser un dividende plus gros. C'est ça. Elles ont besoin de garder moins d'argent pour des acquisitions futures ou Mm-hmm. des développements ou des choses comme ça. Mais je crois que la Banque de Montréal va annoncer, ou les rumeurs disent qu'elle va augmenter les dividendes au cours des prochains jours. C'est peut-être ça qui fait monter l'action actuellement un petit peu plus vite que les autres. Exactement. Voilà. Alors donc, les conseillers financiers sont là pour vous expliquer comment commencer à investir. On s'en va pas dans le secteur mini. Il y a des gens qui disent « Moi, je vais dans des petites entreprises parce que je suis un petit investisseur. » C'est le contraire qu'il faut faire. Plus on est un petit investisseur, plus il faut aller vers des grandes entreprises. Des entreprises qui ont des chiffres d'affaires dans les milliards. Elles ne sont pas arrivées à ce niveau-là du jour au lendemain. Ça a pris des années et elles ne vont pas devenir de mauvaises compagnies du jour au lendemain non plus. Avant qu'une compagnie s'en aille vers la faillite comme Steinberg, comme Eaton, ça a pris pendant 7, 8 ans, 10 ans. On voyait les bénéfices fondre régulièrement et même les états financiers tomber dans le rouge. Et c'est là que ça devient un peu plus risqué, si on veut. Mais normalement, les grandes entreprises sont solides, elles ont une bonne base de capitalisation. Alors donc, quand on est un petit investisseur, on commence par des grandes entreprises. Ensuite, on va aller peut-être dans des secteurs un peu plus volatiles, comme le secteur minier, par exemple, ou la haute technologie. Research in Motion, puis des choses comme ça, c'est pas pour les nouveaux investisseurs, ça. C'est pour Oui, les c'est gens ça. qui ont beaucoup d'expérience dans le métier et qui savent voir comment la compagnie, le prix de son action peut fluctuer pour essayer de vendre quand c'est au sommet puis racheter quand c'est dans le creux. Ce qui peut être intéressant, M. Hintz, c'est que pour prendre des petites compagnies comme ça, de deux choses, soit qu'on le prend à l'intérieur d'un fonds mutuel, parce qu'on va avoir une diversification de ces petites compagnies-là, Ça, c'est une à petite possibilité. capitalisation, diminuant le risque du portefeuille, ou bien, pour les mines, on les prend pour réduire sa facture fiscale, on le prend comme abri fiscal, parce que ça pourrait être une façon de profiter du grand nord de M. Charest. Voilà. OK. Alors, d'aller investir dans ces compagnies-là, mais d'en tirer, compte tenu du risque, OK, d'en tirer On est mieux d'y avantage. aller par l'entremise de fonds communs, donc, et de gestionnaires de portefeuille qui connaissent très bien le secteur minier. Pour ce secteur-là, oui. Oui, tout à fait. Pour ce secteur-là, oui. à Alors, fait. plutôt que des actions, bon, on peut en avoir une, mais ça ne devrait pas composer le cœur du portefeuille. Et dans le cas du portefeuille, c'est des blue chips qu'il faut m'appeler des blue chips. C'est des grandes entreprises solidement capitalisées et qui versent des dividendes réguliers et de préférence des dividendes croissants année après année pour combattre l'inflation, effectivement. Et M. Hintz, je voudrais revenir parce que vous avez dit, il y aura des dépôts à terme qui viennent à échéance. Qu'est-ce qu'on achète? Alors, dans les titres à revenus fixes, les placements garantis, dans cette partie de votre portefeuille, il y a quand même beaucoup de produits que vous pouvez acheter et il y en a qui se transigent. Il y a des obligations sur lesquelles on peut faire des gains en capitaux. C'est de la gestion et vous avez besoin d'un conseiller pour le faire. Parce que le Quelqu'un conseiller, qui connaît lui, il ça. suit ça au jour le jour, évidemment, le marché des obligations, qui est moins spectaculaire que celui des actions, mais qui est beaucoup plus gros et il y a des milliards de dollars là-dedans. Donc, c'est un marché extrêmement solide. C'est Les ça. obligations d'Hydro-Québec, c'est aussi bon que s'il y avait des actions d'Hydro-Québec, mettons. Sauf Oui. que la fiscalité est un peu différente, là.
Ben, en fait, ce qu'on a acheté beaucoup pour Hydro-Québec, c'est des coupons, c'est des obligations d'intérêt composées. Alors, à fait. pour bien vulgariser pour les gens, et qui permettent de faire des gains en capitaux, dépendamment si on prend une longue échéance. Alors, ça peut être intéressant quand il y a eu des baisses de taux, il y a eu des choses à faire. Autrement dit, il y a des gens qui trouvent que les conseillers financiers coûtent cher. Si vous pensez qu'un professionnel, ça coûte cher, essayez avec un amateur, vous allez voir ce que ça va donner comme résultat. Quand vous aurez perdu 10, 15, 20 de votre portefeuille, de votre placement, à ce moment-là, vous allez trouver que le professionnel qui vous demande 1 ou 2 c'est pas si cher que ça, dans le fond. C'est beaucoup moins cher et beaucoup plus intéressant que de prendre des risques vous-même d'aller dans des produits où vous risquez de perdre beaucoup plus. Voilà donc pour les taux négatifs. Voilà donc pour les taux d'intérêt. Évidemment, si je savais dans quelle direction s'en vont les taux d'intérêt, je serais extrêmement riche, pareil comme mes deux collègues ici. Parce que, évidemment, quand c'est le temps d'aller dans les taux d'intérêt bas, en fait, c'est quand les taux d'intérêt baissent que les banques font le plus d'argent. Alors, si les taux d'intérêt continuent de baisser, vos banques vont faire encore plus d'argent qu'ils en font maintenant. C'est généralement, comme disait un peu M. Dagenet tout à l'heure, beaucoup plus intéressant d'acheter les actions des banques que de leur confier votre argent. Parce qu'eux, ils servent de bord, ils placent votre argent à 8, 10, 12 et la différence, c'est pas pour vous, bien sûr, c'est pour leurs actionnaires. Alors, vous êtes mieux d'être parmi leurs actionnaires que parmi leurs fournisseurs de capital. Monsieur Hintz, comme j'ai eu une promotion cette année, je suis devenue co-animatrice ou à peu près, il faudrait, je crois, aller à la pause parce que vous étiez En fait, vous êtes directrice du plateau. C'est vous qui dirigez l'émission. J'allais vous... parce que vous étiez dans une explication qui prendrait plus de temps. Alors, on ira pour le prochain bloc. Que les 2 minutes qui restent. Alors, on va revenir dans quelques instants avec Mme Dagenet, c'est-à-dire Mme Deschênes et M. Dagenet, et non pas le contraire. Dans quelques instants. Alors, nous voilà de retour pour le 3e bloc de cette émission en compagnie de Mme Jacinthe Deschênes de Industrielle Alliance Valeurs Mobilières et son collègue Robert Dagenet qui est dans la même entreprise. Et normalement, vous savez qu'on ne fait jamais ça. On a toujours des gens qui viennent de 2 entreprises différentes pour avoir possiblement des petites confrontations, des débats, des discussions. Sauf que là, on avait un autre conseiller qui devait venir ici avec Mme Deschênes, qui a dû se désiter à la dernière minute. C'est des choses qui arrivent. Alors, M. Dagenet a accepté de le remplacer à pied levé. Je vous remercie beaucoup, M. Dagenet. Et dans ce 3e bloc, et peut-être aussi dans le 4e tout à l'heure, on va parler des investisseurs, des gens comme vous, qui ne sont pas très dociles. On parle beaucoup ici du rôle des conseillers financiers. Et vous voyez régulièrement, depuis 2-3 ans, l'Autorité des marchés financiers qui attrape des fraudeurs parce qu'ils surveillent puis engagent de plus en plus de monde. On attrape des fraudeurs et puis on les pénalise. Il y a beaucoup de gens qui surveillent des conseillers financiers, mais il n'y a aucun organisme et aucune personne qui surveille les investisseurs. Et souvent, le problème, il vient de l'investisseur. Mais c'est plus facile pour l'investisseur de rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. J'ai fait un placement, j'ai perdu de l'argent, c'est mon conseiller qui m'avait suggéré ça. C'est pas aussi simple que ça de se décharger de ses responsabilités. L'investisseur, il y a aussi des obligations, puis des devoirs, puis des responsabilités. Alors, j'imagine que vous connaissez dans votre pratique des gens comme ça à qui vous avez suggéré quelque chose puis ils n'ont pas voulu le faire, ou à qui vous avez déconseillé quelque chose puis ils l'ont fait quand même, et puis ça a mal viré, et puis là, ils se retournent là-bas puis ils s'en prennent à vous, ils appellent votre directeur de succursale. Alors, comment ça fonctionne, premièrement? Deuxièmement, est-ce que vous avez des histoires à nous raconter dans ce domaine-là? M. Dagenet, par exemple. Je pense que tout le monde a des histoires à raconter là-dedans. Moi, j'ai eu un cas au début des années 2000 où c'était la flambée technologique. La flambée technologique dont tout le monde, je pense que tout le monde connaît le titre, qui s'appelle Nortel. Tout à fait. Qu'on appelle Mortel maintenant. Ou Mortel maintenant. Nortel qui était monté jusqu'à 147 pièces et quart sauf erreur. Au début des années 2000, j'avais conseillé fiscalement, entre autres, à un client de liquider les Nortel entre 80 et 90. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a liquidé suite à l'approbation du client, mais qui était réticent. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a liquidé progressivement les titres de Nortel entre 80 et 90.
Ça a bien été. Le client était très, très content. En venant de vacances au mois de mars-avril, le client n'était plus content parce que le titre de Nortel se négociait aux alentours de 120. Il avait continué de monter, donc. Il avait continué de monter. Et lui estimait qu'il perdait de l'argent à ce qu'il perdait de l'argent, vu que ça avait été fait lors du spin-off de Bell, à 19 et quelques, je crois. Début mai 2000. Le spin-off, je me souviens plus, je pense que c'était 72-30 70-30. C'est ça. Pour les deux actions, celle de Bell et celle de Nortel. Exactement. Sauf que le client, en déclarant un gros gain de capital, tout ça, qu'on avait liquidé la majorité de ses Nortel, pour une raison bien simple, c'est que c'est un titre qui se négociait peut-être à 150, 180 fois les bénéfices. Ce qui est très, très long. Qui sortait de nos paramètres. Qui sortait de nos paramètres, entre autres. Ça veut dire très précisément que vous achetiez une action de Nortel et avec ses propres bénéfices, elle allait se payer d'elle-même dans 140 ans. Exactement. Moi, je veux bien investir à long terme, mais ça me paraît un peu long. C'est un petit peu trop long terme. C'est comme au Japon, là, c'est la 3e génération qui finit de payer l'hypothèque sur la maison. C'est un peu long, ça aussi. Là. Pour faire une histoire courte, le client était désappointé, qu'il avait la seule alternative qu'il pensait avoir, c'est de fermer son compte et d'aller chez un concurrent pour acheter du Nortel. Parce qu'il estimait que vous aviez vendu trop tôt et donc il avait perdu de l'argent lui avec ça. Mais quand il a vu l'action de Nortel qui est repartie dans l'autre direction puis qui se négocie actuellement à quelques cents noirs, là. Je dis bien des cents noirs, là. C'est des ça vaut rien ou presque. Il ne se négocie plus du côté canadien, il se négocie du côté américain. Puis on l'a consolidé 10 pour 1. Autrement dit, c'est des dixièmes de cents noirs que ça vaut une action de Nortel aujourd'hui. Oui. Puis si c'est dans un compte hors réel, comme M. Dagenet a dit, c'est peut-être une belle occasion de faire... une belle occasion de faire les pertes fiscales contre des gains. Alors, il y a de la gestion fiscale à faire au niveau des placements. Tout à fait. Fait que oui, comme M. Dagenet dit, je vais te laisser terminer, Robert, excuse-moi. Bon, c'est ça. Le client était désappointé qu'on ait vendu trop vite, mais je pense qu'un an après, il a communiqué avec moi pour me dire qu'on avait fait une belle action. Moi, j'ai connu la situation contraire. Des clients qui disaient je voudrais avoir du Nortel, puis moi, je disais à ce prix-là, ça n'a aucun bon sens et vous n'avez pas besoin de ça. Parce que c'est beaucoup trop spéculatif pour vous, vous ne connaissez pas beaucoup les marchés boursiers. Et là, le client vous dit, si vous ne voulez pas m'en acheter, m'allez en acheter ailleurs. Alors, vous faites quoi d'un cas semblable? Bien, en fait, comme c'est une relation d'affaires. Okay? Alors, ce qu'on veut, c'est conserver nos clients, bien entendu. Bien Souvent, on peut être en désaccord sur un titre. Alors, il va reconnaître qu'il choisit, malgré notre recommandation de ne pas le faire, il choisit quand même de l'acheter. Donc, s'il y a des problèmes avec ça, ça sera son problème à lui et non pas votre problème à vous. Parce qu'on a un rôle de conseiller, de fiduciaire, et c'est vraiment au niveau de la loi. Peut-être que ça sera à repenser, justement, de la façon que c'est perçu. La relation entre l'investisseur et son conseiller financier. Oui, c'est ça. Mais peut-être le rôle attribué au conseiller. Parce que certains clients... Il y a des limites à quelque part, là. Oui. Et les clients, je pense qu'ils s'attendent à ce qu'on lise dans l'avenir et qu'on soit en mesure de prédire. Alors, on va toujours faire une stratégie et ce n'est pas une science exacte parce que, justement, les données varient. Il peut y avoir pour une compagnie, mettons, des résultats qui n'étaient pas selon les attentes des analystes. Il peut y avoir ça. Dans le cas de Nortel, les clients sont victimes, les conseillers sont victimes aussi. C'est de la fraude, Nortel. Faut se le dire. C'est carrément qui a fait la fraude. C'est ni les conseillers, les grands patrons, ni les clients. On ne va pas arrêter les grands patrons de la compagnie. C'est ça. Et de voir est-ce que la Commission des valeurs mobilières ou l'Autorité des marchés financiers aurait dû ou devrait sévir ou la police contre finalement des allégations qui ne sont pas bonnes. Okay? Quand il y a de la mauvaise information. Quand il y a de la mauvaise information, ça ne peut pas donner de bons résultats. C'est sûr. Alors, Nortel, c'est un cas particulier comme... Pour en revenir, André, il y a aussi ce qu'on appelle les conseillers plombiers
qui donne le beau-frère du voisin, qui donne le tuyau increvable, là, qu'un titre va monter. Puis qu'il faut Ouais, faire puis une fortune. habituellement, ils ont des tuyaux aux courses aussi. Ouais, il y a des tuyaux qui sont... Ils ont des tuyaux au casino également. Ils connaissent des trucs pour faire de l'argent sans en perdre au casino. Oui, c'est ça. Bon, ça, c'est pas ce genre de... Moi, je travaille Non. pas dans le domaine. Je travaille pas au casino. Monsieur Dagenet non plus. C'est pas ça qu'on fait comme travail. Et ici, je pense que ce qui serait peut-être bien, c'est qu'on commence à expliquer c'est quoi qu'on fait réellement comme travail, même au niveau des autorités, au niveau du grand public. Quand est-ce que c'est le temps d'acheter, puis quand est-ce que c'est le temps de vendre? Parce qu'il y a beaucoup de clients on me dit, des conseillers financiers les appellent pour leur suggérer de vendre des actions parce qu'elles ont beaucoup monté. Et les conseillers et les analystes financiers de la firme estiment que le prix est trop élevé maintenant. Alors, vous appelez des clients pour leur suggérer de vendre la totalité ou une partie des actions qu'ils ont dans telle compagnie. Mais là, ils ne veulent pas vendre parce que ça monte, justement. Ils disent, ça monte, laisse aller. Ah, c'est régulier, ça. Est-ce que vous allez vendre quand ça va commencer à baisser ou quand ça va être rendu dans un creux? C'est le contraire qu'il faut faire. Il faut acheter quand ça baisse, puis il faut vendre quand c'est haut. Prenons l'action, on a parlé de Nortel. Prenons l'action de Bombardier. Oui. On l'a acheté autour de 4 à 6,5, 7. Ça commence à être un bon rendement. C'est un rendement de 50 dans l'espace de quelques mois. C'est quand même énorme, ça, là. Alors, certains clients n'ont pas voulu le vendre, Bombardier. Qu'est-ce que ça a donné? C'est revenu à 4. À 4, je le rachète. Le client, il rouspète. Non, là, ils ont compris. Ceux qui n'ont pas vendu, bien, bon, ils Mais là, il vivent... rouspète, puis il dit, pourquoi vous voulez acheter ça? Pourquoi vous ne me l'avez pas fait vendre quand il monte à 6,5? Non, On vous a appelé, mais vous n'avez pas voulu le vendre, monsieur. C'est ça. Et la loi étant ce qu'elle est, si le client ne dit pas « oui, je le veux », on ne peut pas rien faire, en fait. Alors, je peux recommander. La dernière décision revient au client. Alors, je ne peux pas procéder à la vente s'il dit non. Vous êtes conseillère, vous n'êtes pas décisionnelle à la place du client. C'est pas de la gestion discrétionnaire, non. On m'a raconté récemment l'histoire de Couche-Tard, que tout le monde connaît très bien, le fameux hibou, là. Alors, Couche-Tard avait fait une acquisition aux États-Unis, le titre montait. Et puis, il y a des gens qui voulaient en acheter, sauf qu'un conseiller financier a dit, regarde, t'as du métro. Et quand t'as du métro, t'as déjà du Couche-Tard, parce que Métro est un des actionnaires les plus importants de Couche-Tard. Alors, pourquoi t'en veux encore? Tu vas en avoir trop, tu vas avoir trop de Couche-Tard dans ton portefeuille. Ton risque, à ce moment-là, est un peu plus élevé. Bien, en fait, Métro, Couche-Tard, c'est peut-être moins lié, mais mettons une filiale de Power, la financière Power. OK, sur certaines filiales, des fois, c'est préférable d'avoir la maison mère ou le conglomérat plutôt que d'avoir... Parce qu'à ce moment-là, on est mieux diversifié que d'avoir seulement beaucoup d'œufs dans un seul secteur. Ou souvent, on a les deux au portefeuille. Dans la Great West, par exemple, ou dans Investors, qui sont les principales filiales. C'est ça. Monsieur Dagenet. Oui, mais c'est ça. En fin de compte, où est-ce qu'on peut en venir au niveau de la gestion, au niveau du conseil? C'est surtout de la diversification. Que ce soit sectoriel, géographique, on parlait de Couche-Tard, de Métro, tout ça. Diversifier pour essayer de voir. Refléter l'ensemble de l'économie, comme font les gros gestionnaires professionnels qui gèrent des milliards de dollars. S'ils sont rendus là, c'est parce qu'ils savent gérer. Alors, quand vos conseillers financiers vous donnent des suggestions, si vous ne les écoutez pas, bien là, c'est vous qui prenez un risque, c'est vous qui avez un problème. S'ils vous demandent de signer une lettre comme quoi, ils vous avaient averti, mais vous n'en avez pas tenu compte, ça sera votre problème si un jour ça cafouille votre affaire. C'est pas toujours la faute des conseillers, là. C'est ça, André, mais surtout avec toute l'image qu'on fait du conseiller. Finalement, ce qu'on entend parler, c'est juste... Michel Girard parlait de ça cette semaine dans le journal en disant on n'est pas tous des bandits, c'est comme si on est présenté un peu comme ça. C'est comme si tout le monde est sous la même... Si tous les conseillers étaient des bandits, ça n'irait pas dans les journaux faire des manchettes. C'est ça. Ce qui va faire des manchettes, c'est des cas exceptionnels. C'est ça. Et ce que je voudrais revenir après la pause, je pense que c'est notre temps de pause, je voudrais revenir avant la pause sur les devoirs des clients. Tout à fait. Alors, quel est leur rôle à eux à l'intérieur de ça? Qu'est-ce qu'il a à faire, le client, s'il veut se prémunir contre des décisions, souvent de lui-même, des décisions intempestives?
Alors, on va revenir dans quelques instants après la pause pour parler de vos devoirs, vos obligations aussi. Parce que vous en avez, vous êtes les premiers responsables de votre bonheur, mais vous êtes aussi les premiers responsables de votre malheur dans certains cas. Vous ne pouvez pas être responsable de vos bons coups et vos mauvais coups et les rejeter sur quelqu'un d'autre. Alors, dans quelques instants, on revient là-dessus. Alors, nous voilà de retour pour le 4e et dernier bloc de cette émission de cette semaine, que vous allez pouvoir retrouver donc dans 2 ou 3 semaines sur tvrl.ca. Et là, vous pourrez la regarder aussi souvent que vous voudrez et ça coûte strictement rien. Donc, tvrl.ca, et là, vous allez faire, évidemment, l'émission. Vous regardez la programmation, puis dans la programmation, vous regardez l'émission Vos Finances. Vous tapez sur Vos Finances, puis là, on va vous donner les émissions qui sont archivées depuis 2 ou 3 ans, je pense, maintenant. Alors, vous pourrez regarder les anciennes. Mais quand on discutait de l'actualité économique et financière il y a 2-3 ans, c'était pas la même chose que maintenant. Alors, pour le premier bloc, vous faites attention si vous regardez dans les archives, là. Vous pouvez aussi communiquer avec moi directement, si vous voulez, en faisant le 514-931-0746, 931-0746. Et vous, si je ne suis pas là, il y a un répondeur, vous laissez votre nom, votre numéro de téléphone. Et s'il vous plaît, laissez-moi le code régional aussi. Parce que moi, je n'ai pas le temps de me promener dans le 514, 418 ou alors les autres codes régionaux, le 819 par exemple. Ça prend un temps fou, alors laissez votre code régional. Je dis bien le code régional et non pas le code postal, encore une fois. Il y a des gens qui me laissent le code postal. Je n'ai pas le temps de vous parler au téléphone. Je n'ai pas le temps de vous écrire encore moins, bien entendu. Alors donc, 514-931-0746 ou alors vous appelez ici à TVRL en faisant le 450-973-8005 et vous demandez l'émission Vos Finances et vous demandez Andréens ou un de nos 2 invités, on va vous donner des numéros de téléphone. Vous allez pouvoir les retrouver également si vous allez voir sur le site Internet. Alors donc, cette émission est diffusée à Laval en direct sur le canal 9 TVRL le samedi à 21h, le lundi à 10h et le mercredi à 21h. Je vous disais tout à l'heure, mardi, c'est plutôt le mercredi à 21h. Ça, c'est pour la première diffusion. Ensuite de ça, bien là, vous allez dans les archives et puis vous allez regarder. Donc, voilà, Mme Deschênes, pour vous, si vous ne les aviez pas, les nouvelles heures de diffusion. Maintenant, vous allez avoir la possibilité de regarder les émissions autant de fois que vous voudrez. Alors, donc, je suis en compagnie de Mme Jacinthe Deschênes, qui est conseillère en placement chez Industriel Alliance Valeurs Mobilières, et son collègue Robert Dagenet, qui travaille dans la même entreprise. Ce qu'on ne fait jamais, on invite habituellement 2 protagonistes de 2 entreprises différentes. Sauf que là, M. Dagenet a remplacé à pied levé un autre conseiller d'une autre firme qui devait venir ici avec Mme Deschênes et qui a dû se désister à la dernière minute. C'est des choses qu'on comprend et on essaie de se prémunir contre ça. Alors, c'est possible que vous allez revoir M. Dagenet une fois ou 2 parce que lui, il est très disponible. Alors, il reste 3 émissions d'ici les fêtes, le 7 décembre, le 14 et le 21. Ensuite de ça, on va prendre une pause comme à chaque année d'1 mois à peu près, puis on va revenir à la mi-janvier dans un contexte différent, espérons-le. Et peut-être qu'à ce moment-là, on saura qu'est-ce qui se passe aux États-Unis du côté des élections. Alors donc, Mme Deschênes et M. Robert Dagenet, je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Et puis, on va enchaîner maintenant sur le thème qu'on avait abordé au 3e bloc, avec les droits, devoirs et obligations des investisseurs. Parce que eux aussi, ils ont des travaux à faire. En fait, M. Hintz, là-dessus, avec tout, comme je parlais tantôt, avec toutes les manchettes qu'on a sur les conseillers, c'est jamais réellement positif. Ce que j'ai pris l'habitude depuis quelques mois, c'est de faire référence au site de l'AMF. Tout à fait. L'AMF, bon, on peut vérifier si la personne... C'est l'autorité des marchés financiers, c'est un des organismes qui vous contrôle, notamment. C'est ça. Et pour éviter que le client pense que ce qu'on raconte, c'est pas exactement ça, et pour aussi qu'il s'éduque, qu'il lise, en fait, sur le type de placement qu'on lui conseille, je vais toujours faire référence alors, dans le site de l'Autorité des marchés financiers, il y a une partie service aux investisseurs. Et là, il y a beaucoup d'informations. Ce qu'on va faire en premier... M. Dagenet avait un excellent point. Le premier devoir du client, c'est d'être honnête dans sa déclaration. C'est-à-dire que si on lui demande ses revenus,
c'est bien, on a besoin, c'est des prérequis au niveau de l'AMF qu'on a besoin de savoir. Sa valeur nette, c'est la même chose. Et surtout, ses connaissances en placement. Parce que s'il vous dit, ça fait 15 ans que je fais du placement, vous jasez un peu avec lui, vous vous rendez compte que ça ne fait pas 15 mois. Ça ne fait pas 15 ans, ça fait peut-être 15 mois seulement, parce que en lui posant quelques questions, vous voyez qu'il y a des choses qu'il ne comprend pas, élémentaires, qu'il devrait savoir pour un investisseur d'expérience. C'est ça. Mais, on parlait tantôt des expériences passées. Moi, j'ai eu une cliente qui a déclaré qu'elle avait 0 de connaissances en placement. Bien, quelqu'un qui a 0 de connaissances en placement n'appelle pas pour donner des ordres ou dire « je veux acheter justement du Nortel ». Si on n'a pas de connaissances en placement, on s'attend à ce que le conseiller nous aide finalement et on ne va pas faire l'appel. Ce n'est pas la personne qui va faire l'appel. Alors, ces connaissances en placement ne reflétaient pas la réalité. Fait que le premier devoir du conseiller, c'est de bien connaître son client. Le premier devoir du client, c'est de donner les bonnes informations au conseiller. Oui, sinon, le conseiller ne peut pas deviner la situation véritable de l'investisseur. Il va agir en conséquence. C'est comme un devoir de divulgation, en fin de compte, parce que il y a certains placements ou quoi que ce soit qui peuvent avoir un impact fiscal sur le client en bout de ligne. Si on sait pas, on n'est pas au courant que le client il y a un autre compte de placement ailleurs, qui fait d'autres choses, au bout de la ligne, c'est en fait, c'est un peu comme un médecin. Si vous cachez des informations à votre médecin, ne vous surprenez pas d'avoir un diagnostic erroné, parce que lui, il fonctionne selon les renseignements que vous lui donnez. Absolument. Et c'est pareil pour les finances personnelles et familiales. Ça. Et souvent, c'est galvaudé de dire que les clients n'ont aucune connaissance. Moi, j'ai pas de client qui ne sait pas lire. Fait que les clients savent lire. Alors, ils ont souvent des baccalauréats. Ils sont pas conseillers financiers, mais ils ont des baccalauréats dans d'autres domaines. Et même si c'est en philosophie, ils sont en mesure de comprendre des notions. On parle comme si on enfantilait. En fait, on les prend pour des enfants, les investisseurs. Ils sont en mesure de comprendre. Ils doivent comprendre leur stratégie. On l'élabore avec eux, mais ils doivent la comprendre. Et un de vos devoirs, c'est de leur donner toutes les explications s'ils vous posent des questions, parce qu'il y a des choses qu'ils ne comprennent pas. Oui, l'information, énormément d'informations, même si on ne va pas jusqu'au petit point très, très poussé. Technique. Le petit point technique, mais il y a une certaine manière de présenter ça au client en vulgarisant et en y expliquant bien comme il faut. Parce que la majorité des clients comprennent ce qu'on utilise, sans aller dans des détails. Mais c'est une manière de voir les choses, là. Mais on a beaucoup, beaucoup d'éducation à faire au niveau de nos clients. Encore faut-il que le client veuille s'éduquer et veuille apprendre des choses. Si vous lui donnez des documents et il ne se donne même pas la peine de les lire, vous allez arrêter de lui donner des documents et lui va arrêter d'avoir du matériel pour pouvoir s'informer. Exact. Et c'est ça. L'autre chose, le devoir du client, c'est de répondre au conseiller. Que ça soit oui ou non. Et s'il y a une rencontre qui doit être tenue, c'est pas de reporter les rencontres. Parce que si le conseiller vous demande de vous voir, bien, c'est pour mieux gérer vos propres argents. Si vous ne collaborez pas, c'est difficile. Et il faut qu'il y ait une synergie entre le conseiller et le client. S'il n'y a pas de synergie, si on ne se comprend pas, c'est dans les deux sens, là. C'est l'investisseur, évidemment, qui est donc le premier responsable des résultats qu'il obtient. C'est à lui de faire sa job d'abord, sinon le conseiller ne pourra pas faire la sienne. Je peux faire la mienne comme conseiller, mais je ne peux pas faire celle du client. Il doit comprendre les notions. S'il ne comprend pas, il faut qu'il me le dise. Parce que, comme je disais, M. Hintz, l'AMF, on en parle beaucoup. Alors, je fais référence au client. Je dis, il parle d'allocation d'actifs. Allez lire sur Internet, c'est bien vulgarisé. Il parle de chacun des produits qu'on va acheter, que je vous recommande. C'est bien vulgarisé. Ils ne peuvent pas mieux vulgariser les définitions, qu'est-ce qu'une obligation, qu'est-ce qu'une action privilégiée. C'est bien détaillé à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est du revenu fixe, par exemple? Et le contraire du revenu fixe, c'est quoi? Bien, c'est du revenu variable. Donc, si vous achetez des actions d'une compagnie, c'est du revenu variable. L'action, elle peut varier en fonction des bénéfices à chaque trimestre. Par contre, si vous achetez des obligations de cette même entreprise, là, vous tombez dans le revenu fixe. L'obligation, vous savez d'avance combien ça va rapporter, c'est généralement moins payant que l'action. Mais l'action comporte des risques un petit peu plus grands. Et donc, ce sont ces notions-là qu'il faut apprendre à maîtriser le plus rapidement possible. Et si vous ne les connaissez pas, bien, vous posez des questions à votre conseiller. Il n'y a pas le temps de vous donner un cours individuel, mais ça va lui faire plaisir de répondre toujours à vos questions.
surtout s'ils voient que vous vous intéressez à vos propres finances. Parce que c'est votre argent à vous, c'est vos finances personnelles et familiales à vous dont on parle ici, et non pas de celle du conseiller, bien entendu. Voilà. Oui. Et M. Hintz, encore là, c'est toujours dans la compréhension. Il faut faire au moins l'effort de vouloir comprendre. Okay? Oui. Et dans la garantie, des produits garantis, il faut comprendre qui garantit. Alors, si c'est garanti par Yellow, les pages jaunes, bien, ça va avec la garantie. On connaît la suite. Si vous achetez l'obligation de Dortel, bien, vous êtes peut-être dans un titre garanti, c'était peut-être garanti. L'obligation, mais vous cherchez d'autres choses, là. Oui, alors, il faut toujours regarder les codes de crédit, ça donne une indication. Bon, il y a eu certains problèmes avec les PCAA, mais mettons que ça donne une indication. Alors, du niveau de risque du produit. C'est aussi bien vulgarisé sur le site Internet de l'AMF. Alors, il n'y a pas de propagande, il n'y a pas de produits à vendre. Fait que vous voyez, ce qu'on vous répète, c'est exactement les notions sur le site. Il faut mettre du temps là-dessus. Vous ne deviendrez pas des investisseurs avisés du jour au lendemain. Ça peut prendre un certain temps. Et plus vous allez mettre de temps, plus vous allez comprendre, plus vous allez chercher à comprendre d'autres choses. Et quand vous avez des questions, vous les notez. Et puis, quand vous appelez votre conseiller financier ou quand vous le rencontrez, normalement, vous avez une liste de 3, 4, 5, 6 ou 8, 10, 12, 15 questions. Et ça va lui faire un plaisir de vous les définir, de vous les expliquer, de vous donner des exemples. Lui, il va faire son boulot à la condition que vous faisiez d'abord votre boulot à vous. Si vous arrivez à une rencontre avec votre conseiller, puis il vous demande comment ça va, ah ben ça va pas pire. Il ne parlait pas de votre santé, il parlait de votre portefeuille. Est-ce que vous êtes malheureux ou heureux avec votre portefeuille? C'est ça qu'il voulait dire. Parce que ça, c'est son domaine de compétence à lui. Voilà. Alors, donc, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous, Mme Jacinthe Deschênes de Industriel Alliance Valeurs Mobilières, M. Robert Dagenet de la même entreprise aussi. Et ça me fait plaisir de vous dire encore une fois que vous pouvez regarder cette émission autant de fois que vous voudrez, c'est tout à fait gratuit. Vous faites simplement tvrl.ca et puis vous allez voir l'émission Vos finances dans la programmation. Et puis, vous allez regarder l'émission autant de fois que vous voudrez. Si vous avez des questions, vous ne vous gênez surtout pas pour nous les faire parvenir. Les émissions futures vont être basées d'abord et avant tout sur les questions que vous allez nous poser. On en a un certain nombre ici qu'on n'a pas eu le temps d'aborder aujourd'hui. On y viendra la semaine prochaine, mais plus on a de questions qui viennent de l'auditoire, plus c'est facile pour nous autres d'orienter l'émission dans la direction des questions qui vous préoccupent. Parce que nous, on est des spécialistes dans cette matière. Donc, on pourrait parler d'économie-finance pendant des heures et passer carrément à côté de vos préoccupations et des questions que vous vous posez actuellement. Alors, c'est pour ça qu'on ramasse vos questions. Et quand vous appelez au numéro de téléphone que je vous ai donné tout à l'heure, alors vous laissez encore une fois vos coordonnées et le numéro de téléphone et je vais vous rappeler dans les meilleurs délais. On parle ici d'une journée ou deux et je vais vous poser un certain nombre de questions pour définir, cerner un peu mieux l'objet de vos préoccupations. Et la semaine d'après, avec nos deux invités, on commencera par ces questions-là, bien entendu. Alors, merci beaucoup, Mme Deschênes, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, M. Dagenet. Et surtout, M. Dagenet, d'avoir accepté de relever un collègue à la dernière minute qui a dû se désister. On espère que son problème, c'est pas trop grave. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à l'équipe technique qui a fabriqué cette émission aussi. Et merci surtout à vous d'avoir été là, parce que si vous n'étiez pas là, on ne serait pas là, nous non plus. On ne fait pas cette émission pour nous ou pour les techniciens du plateau. On fait cette émission pour vous, cette émission pour vous qui nous écoutez. Alors, on vous remercie beaucoup d'avoir été là. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine et à la prochaine. Au revoir, merci. Thank you.